Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui au groupe SNCF, au nom de son PDG Jean Castex, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui suite à une urgence de dernière minute. Je peux vous dire qu'il le regrette vivement, et comme il avait à cœur d'assister à cette réunion, il s'exprimera dans une vidéo qui sera enregistrée d'ici la fin de cette semaine. Je voudrais saluer la présence des plus hauts dirigeants des sociétés du groupe SNCF, Christophe Faniché, SNCF Voyageurs, Chabanel, PDG de SNCF Réseau, Frédéric Delorme, président de Rail Logistique Europe, et Alain Resplandy-Bernard, directeur général de Gare et Connexion. Merci beaucoup à eux d'être là. Ils porteront les engagements de notre entreprise en signant la charte. Alors malgré son absence, le président Castex a souhaité que vous puissiez entendre le discours qu'il avait prévu de prononcer aujourd'hui. Je vais donc dès maintenant vous le dire. Sans l'accent. Un mot tout d'abord pour saluer l'énergie collective qui a permis à cette cérémonie de voir le jour. Merci à vous, équipe SNCF, pour votre engagement au quotidien. Merci à l'association Gare, partenaire de la première heure, et à l'association L'Autre Cercle, qui nous accompagne depuis 3 ans avec exigence et bienveillance pour faire de la SNCF une entreprise toujours plus inclusive, toujours plus fière de sa diversité. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour réaffirmer avec force l'engagement du groupe SNCF et de ses présidences en faveur de l'inclusion des personnes LGBTQIA+ dans le monde du travail. Pas comme une option, mais comme une nécessité. Pas comme un vœu pieux, mais comme une promesse concrète. Celle d'une entreprise où chacun et chacune peut s'épanouir sans crainte, sans masque, sans renoncement. Le 16 mai 2023, la SNCF franchissait une étape historique en signant pour la première fois la charte d'engagement LGBTQIA+ de l'Autre Cercle. Ce jour-là, nous avons dit haut et fort, assez. Assez des discriminations, assez des préjugés, assez des silences complices. Mais une signature, aussi forte soit-elle, ne vaut que par les actes qui la suivent. Et aujourd'hui, je le dis avec franchise, le président le dit avec franchise, nous avons agi, nous agissons et nous agirons encore. Depuis 3 ans, toutes les sociétés du groupe ont pris leur part dans cette mobilisation. Je veux en donner quelques exemples parce que les résultats, ça se mesure, ça se voit et ça se vit au quotidien. Nous avons accéléré la lutte contre les discriminations. D'abord en formant pour changer les mentalités, avec des sessions de sensibilisation et des formations dédiées, notamment pour les équipes en charge du recrutement, parce qu'une embauche, ça ne se fait pas avec des a priori, mais avec un regard ouvert et une main tendue. Ensuite, en outillant pour protéger, avec un espace intranet, stop à la LGBT-phobie, des campagnes d'affichage dans nos gares et dans nos sites, un dispositif d'écoute et d'alerte pour que chaque salarié sache qu'il peut parler, être entendu, être protégé. Nous avons innové pour inclure. En 2024, nous avons étendu les congés de naissance et de paternité et d'accueil de l'enfant au conjoint ou à la conjointe du parent biologique. Parce qu'une famille, ça ne se définit pas par des cases administratives, mais par l'amour et l'engagement. En 2025, nous avons renouvelé notre partenariat avec l'association Gare pour 2025-2027. 13 ans de collaboration, 13 ans à défendre ensemble les droits des salariés LGBTQIA+, 13 ans, et ce n'est qu'un début. Et parce que les mots ont un sens, nous avons permis à chaque salarié de modifier son prénom et sa civilité dans nos outils internes sans attendre un changement d'état civil. Parce qu'on ne devrait jamais avoir à choisir entre son identité et son travail. Nous avons enfin porté haut les couleurs de l'inclusion. La SNCF, c'est 3000 gares, des millions de voyageurs, une visibilité nationale. Nous avons choisi de mettre cette force au service de la sensibilisation, avec le pavoisement des gares, lors des marches des fiertés,
Des campagnes de communication pour rappeler que la diversité est une richesse, pas une menace. Et surtout l'exemplarité, parce qu'une entreprise comme la nôtre se doit d'être un phare, pas un suiveur. Alors où en sommes-nous? Près de 9000 salariés ont répondu au baromètre LGBTQIA+ de l'autre cercle. Les résultats, encourageants, mais pas satisfaisants. Pas satisfaisants parce qu'un seul cas de discrimination, c'est déjà un cas de trop. Alors oui, nous avons progressé. Oui, nous sommes sur la bonne voie, mais la route est encore longue et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Un nouveau plan d'action, co-construit avec les sociétés du groupe et déployé depuis mai 2026, se poursuivra en 2027 et 2028 avec 3 priorités claires. 1. Tolérance zéro. Tout acte ou comportement LGBT-phobe sera sanctionné sans exception, sans délai. Et je m'engage, le président s'engage personnellement à ce que cette règle soit portée au plus haut niveau de l'entreprise. 2. Former pour transformer. Un guide pédagogique sera élaboré à destination des managers et des équipes RH, parce que l'inclusion, ça s'apprend, ça se pratique et ça se vit au quotidien. 3. Sensibiliser sans relâche. Nous allons renforcer nos campagnes pour toucher chaque collectif, chaque équipe, chaque salarié. Parce que l'inclusion, c'est l'affaire de tous. Pour conclure, je dirais, l'engagement, c'est maintenant. Au nom du groupe SNCF et de ses sociétés, je m'engage. Je m'engage à poursuivre ce combat avec ferveur, avec volontarisme et avec une intransigeance totale face aux discriminations. Je m'engage à ce que chaque salarié LGBTQIA+ trouve dans notre entreprise non pas un simple employeur, mais une famille, des alliés, une communauté. Parce que la SNCF, c'est une grande maison. Et dans cette maison, pas de place pour les exclus, les moqueries ou les silences complices. Il n'y a de la place que pour l'égalité, le respect et la bienveillance. Alors oui, nous renouvelons aujourd'hui la signature de la charte de l'autre cercle, mais plus qu'une signature, c'est une promesse, celle d'une entreprise où chacun peut marcher fièrement, la tête haute, sans jamais avoir à se cacher. Merci pour votre attention. Et je vais donc passer la parole à Catherine Tripon, porte-parole de l'autre cercle, pour déclarer officiellement ouverte cette cérémonie de signature. Bon, écoutez, je trouve que le discours du président, par votre voix, mon cher Éric, a dit beaucoup de choses de ce qu'on dit habituellement à l'autre cercle. Donc ça va me permettre effectivement de couper clairement dans mon petit mot d'introduction. Je suis contente d'être ici pour des tas de raisons. D'abord parce que SNCF, c'est une grande maison, on le disait tout à l'heure en aparté, qui n'est pas parmi les Françaises et les Français pris un jour le train. Alors tout le monde n'a pas pris évidemment, mais je pense qu'à mon avis, plus de la moitié, voire les 2/3 des Françaises et des Français, ou des personnes qui ne sont pas de nationalité française, mais qui vivent sur notre territoire, ont pris effectivement un train. Moi, je le prends quasiment toutes les semaines, donc voilà, je suis une consommatrice fidèle. Je dis c'est important parce que on est toujours plus attentif, et vous le disiez effectivement tout à l'heure en aparté, chaque Français se sent un peu responsable. La SNCF, c'est notre argent, c'est quand c'est en retard, on n'est pas content, quand il y a des grèves, on n'est pas content, voilà. Donc c'est une organisation qui est complexe. C'est un grand groupe industriel en pleine transformation, avec une culture qui était plutôt masculine, hein, parce que le monde de l'industrie, le monde de la technique était plutôt composé d'hommes, même si la SNCF a fait beaucoup de choses aujourd'hui pour féminiser, et on trouve des femmes tout à fait brillantes dans les métiers qui étaient tenus par les hommes. Mais je comme ça souligner, moi, quand je suis arrivée à l'autre cercle en août 2001, j'ai rencontré Gare, qui existait déjà. Et pour que des personnes, à l'époque, qui étaient plutôt des gays, beaucoup de lesbiennes, pas forcément peut-être beaucoup de personnes trans ou non-binaires, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, que Gare se crée dans un environnement comme celui de la SNCF de l'époque, eh bien, moi, je dis chapeau.
Même si je dis qu'aujourd'hui, il faut toujours encore beaucoup de courage pour faire son coming out, c'est pas pour autant de la faiblesse de ne pas le faire. Et ce courage qu'ont un certain nombre effectivement d'agents et d'agentes, hein, qui étaient plutôt, je pense, de statut public, pour une majorité, il faut quand même le rappeler, même si aujourd'hui, voilà, Gare est partie prenante de l'histoire et de l'engagement du groupe. Mais je voulais vous donner un peu ce petit éclairage. Et puis, avant d'appeler au fur et à mesure la signature qui sont présentes aujourd'hui, nous, les re-signatures collectives ou individuelles, c'est un moment important. Quand on a co-construit cette charte en 2012 avec une dizaine de grandes entreprises, l'idée de la charte, c'était pas de se dire bon, on signe une charte, c'est pas très compliqué. Et c'est vrai que signer une charte, c'est pas très compliqué. Mais remettons dans le contexte de 2012 tous les débats autour de l'extension du droit du mariage pour les couples de même sexe, avec les violences qu'on a pu connaître dans la rue, des propos tenus par des politiques, des propos tenus par un certain nombre de personnalités qui étaient très très opposées. Et on a donc signé cette première charte en janvier 2013. C'était dit, il faut qu'il y ait du fond et il faut qu'il y ait du symbole. Donc le symbole, c'est signer au plus haut niveau ou re-signer au plus haut niveau. Donc sur les premières signatures, en tout cas, ce sont forcément des dirigeants, des CEO, des PDG, des DG, ce sont des ministres, ce sont des directeurs, directrices d'établissements d'enseignement supérieur, ce sont des élus à la tête de collectivités, ce sont aussi des ONG, des patrons, des patronnes de PME, et donc toute catégorie d'organisation, parce que quand un dirigeant ou une dirigeante, et je pense que le discours de Jean Castex le démontre bien, quand ça signe un dossier, un document qui parle de lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, qui parle d'orientation sexuelle, d'identité de genre, imaginez en 2012, 2013, 2014, ils n'étaient pas nombreux, c'était compliqué. C'est pas encore simple aujourd'hui. Et c'est de nouveau pas simple, parce que même si le baromètre de l'autre cercle, le baromètre IFOP Autre Cercle de 2026, montre un accroissement effectivement de visibilité, montre un certain nombre de résultats extrêmement positifs, parce qu'on a deux baromètres, hein. Il y a un panel IFOP France, et puis il y a un panel parmi les signataires de la charte qui sont volontaires cette année. Il y avait 93 signataires de la charte, et on a eu 46 833 répondantes et répondants, ce qui commence à faire un panel plutôt robuste, qui vient donc compléter les 10 000 du panel France représentatif de la société française. Et quand on voit plus d'une personne sur trois qui a subi effectivement des violences ou des discriminations, et quand on dit plus, c'est que ça a pris des points, 8 ou 10 points de plus par rapport au baromètre de 2024, puisqu'il y a lieu tous les 2 ans. Et quand on voit que du côté du baromètre Autre Cercle, c'est 2 fois moins de discrimination et 6 fois moins de violence, quand on voit que la qualité de l'épanouissement des personnes, de se sentir bien au travail, hein, l'engagement des salariés, c'est un sujet. C'est le sujet de tout employeur, c'est évidemment le sujet des DRH, mais à peu près tout le monde. Et quand on voit qu'on a plus 28 points de taux d'épanouissement parmi les signataires de la charte, que le coming out se fait plus facilement dans les entreprises très inclusives, on mesure que tout ce travail de fond qui est fait derrière la charte, le point 2 qui est la partie les process RH, l'organisation, la gestion effectivement de l'accompagnement des personnes qui font leur transition, la gestion des personnes non binaires et tout ce qui va autour effectivement du travail de pédagogie pour que le collectif de travail reconnaisse la personne dans sa nouvelle identité. Le travail, évidemment, le dialogue social qui est important, les représentants du personnel, les lignes d'écoute de remontée de réclamation, les réseaux LGBT internes, tout ça qui se construit durablement. Et puis le dernier point qui est important, on l'abordera peut-être tout à l'heure aussi dans la table ronde, et bien c'est le 4e point, c'est qu'on a peu de signataires, on en a moins de 400, parce qu'on fait un vrai boulot derrière, qui demande du temps. On a parfois des gens qui se mettent à signer au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans par rapport aux premières réunions. Si on demande de re-signer la charte au bout de 3 ans avec un bilan et un nouveau plan d'action, c'est parce qu'on sait que le temps, ça se délite, des changements de gouvernance, un environnement politique un peu délétère, et c'est un peu ce qu'on vit depuis l'élection municipale, et on rentre la campagne des présidentielles et probablement des législatives, qui va être l'occasion malheureusement de marqueurs idéologiques et politiques pour différencier effectivement différentes catégories de candidates ou de candidats. Et donc le quotidien des personnes au travail, c'est au moins que l'espace soit safe. Voilà, donc cette resignature des personnes que je vais appeler maintenant, eh bien, il faut apprécier à leur juste mesure. Alors peut-être certains se diront que dans certains secteurs, c'est plus facile. Ce n'est facile nulle part. Mais c'est compliqué nulle part. Aujourd'hui, on a suffisamment d'exemples pour dire, si on a du CAC 40, on a du SBF 120, mais on ne les a pas tous. On a des collectivités publiques, bon, on les a évidemment pas toutes, on ne pourra pas de toute façon toutes les avoir. On n'aura pas toutes les entreprises non plus, hein, vous savez,
On estime à peu près un peu plus de 3 millions d'entreprises en France. Une fois que vous mettez de côté les TPE, ça fait quand même un stock de PME, de TI. Humainement, même si l'autre cercle est présent dans 10 régions, et quand il y a une association nationale et qui travaille aussi à l'international, on ne va pas pouvoir faire les signatures et les re-signatures. Donc à un moment donné, c'est les réseaux qui vont faire le travail, et c'est le côté signataire, ambassadeur, ambassadrice, auprès de leurs clients, leurs fournisseurs, leurs prestataires, ou dans leur filière, comme on l'a fait dans certains domaines, où plusieurs signataires de même corporation, concurrents par ailleurs, se sont mis ensemble pour réfléchir à modifier la pratique de leur secteur d'activité. Et c'est là qu'on fait un travail d'intelligence collective, et c'est ça, le pari d'intelligence qu'on fait. On se dit que tout le monde, y compris les personnes chez vous, parce qu'il y en a évidemment qui ne sont pas à l'aise avec le sujet, parce qu'il y a chez vous des gens racistes, antisémites, sexistes, LGBTQA-phobes, c'est normal. Alors, quand je dis normal, vous allez comprendre évidemment ce que j'y mets derrière, mais c'est le reflet de la société. Donc comment on fait pour que le collectif de travail, ça fonctionne, malgré tout? Donc nous, à l'autre cercle, on fait ce pari de l'intelligence parce qu'on s'est concentré sur le fond, c'est-à-dire les process RH, la capacité, on évoquait tout à l'heure la question de l'inclusion. Alors ça ne se décrète pas, ça se construit durablement. Et je terminerai là-dessus en disant que ça se construit d'abord avec quasiment 90% de la population. Puisque l'enquête Ipsos de 2024 dans 30 pays, pour la France, 10% des Françaises et des Français disent faire partie de la communauté LGBTQIA+. Donc, Syrie, 90% n'en font pas partie, et ce sont eux et elles les alliés. Je signale d'ailleurs quand même que sur cette enquête d'Ipsos, on avait 22% des 18-25 ans qui disaient en faire partie. Alors, c'est pas qu'il y en a plus chez les jeunes, c'est que, évidemment, la société a évolué. On a vu des films, cinéma, héros, héroïnes. On a vu un comédien transgenre il y a quelques années dans Plus belle la vie, qui rentre dans tous les foyers. Donc, des choses qu'on n'imaginait pas à une certaine époque. Donc, on voit que la société évolue. Et justement, beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de confiance auprès des collègues et peut-être de la hiérarchie de N+1, ce qui n'est pas toujours le cas, le baromètre nous le montre. Et d'un autre côté, un accroissement des violences. Rapport de SOS homophobie. Les chiffres du ministère de l'Intérieur, qui ne reflètent en plus pas la réalité parce qu'ils savent bien que tout le monde n'ose pas aller franchir la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Donc, est-ce que pour être préservé aujourd'hui, il faut mieux se cacher, retourner dans le placard comme ça a été le cas pendant des siècles? Parce que ça a toujours existé. L'homosexualité a toujours existé. Et les personnes transgenres aussi, dans tous les continents, dans beaucoup de civilisations, il y a eu des personnes qui étaient reconnues comme telles, qui le sont encore d'ailleurs dans des pays qui, par ailleurs, peuvent criminaliser l'homophobie. Voilà, donc c'est les points positifs. On est content d'être là. Ce qui se passe aux États-Unis est très préoccupant. Beaucoup d'inquiétudes de la part des salariés concernés. On anime le cercle des ERG, donc les réseaux LGBT internes parmi nos signataires, ou pas signataires d'ailleurs. Et certains nous disent, voilà, nous on est confiants dans notre entreprise, mais on n'est pas du tout confiants dans ce qui peut se passer en France ou ailleurs. Et ça se reflète d'ailleurs beaucoup dans le baromètre, où il y a 2/3 des personnes qui sont inquiètes de ce qui pourrait se passer effectivement en France ou dans l'entreprise. Et on est à moins d'1/3 chez les signataires de la charte. Maintenant que j'ai dit ça, on va maintenant commencer les signatures. Et évidemment, tout bien tout honneur, hôtes et hôtesses de la maison. Pas complètement meublé, mais je profiterai comme ça du coup pour dire tout à l'heure la table ronde que nous allons faire. C'est avec effectivement 2 personnes de la SNCF, Catherine Voronoff-Argot et Ali Louni. Je pense que ce qui va être dit sur cette table ronde, finalement, vous pouvez vous y retrouver. Alors évidemment, peut-être pas sur la partie ERG, puisque je l'expliquais, Gare existe depuis très très longtemps et que tous les signataires n'ont pas forcément un réseau interne. Pour autant, ce qui se dit justement sur l'engagement, sur la communication, ce sont des éléments importants. Nous, quand on a créé cette charte, quand on a co-construit cette charte, on s'est dit il faut la faire vivre, il faut faciliter
la culturation des personnes et surtout, il faut y aller au rythme des personnes. La culture d'entreprise, elle n'est pas la même nulle part, même entre deux banques, entre deux groupes industriels. Et c'est pour ça que je suis toujours, on est toujours avec Florian, avec Guillaume, mon binôme du pôle employeur et aussi vice-président, et toute l'équipe. On est extrêmement sensible à ce travail de fond qui est fait, parce que ça demande un engagement. Vous savez, moi, je suis aussi dans le collège de la NDRH, dans la commission du label diversité. Et ce label, effectivement, il est avec un audit, c'est très poussé. Finalement, ce qu'on demande, nous, pour la charte, ce n'est pas aussi puissant que l'audit qui peut être fait par la FNOR, mais quand même, on rentre un peu dans les détails, on demande un plan d'action, on demande des éléments très tangibles. Et comme avait dit un DRH il y a quelques années, quand le sujet était encore un peu touchy, finalement, quand on commence à prendre le sujet on disait LGBT à l'époque, LGBT+, et LGBTQA+, maintenant, eh bien, ça fait avancer beaucoup de choses, parce que comme on touche à l'intime, il y a des blocages de certaines personnes pour des raisons qui sont ce qu'elles sont. Pour celles et ceux qui m'auront entendu en COMEX, je le dis à chaque fois, on n'est jamais que le produit de son histoire, son éducation, son milieu social et ses éventuelles convictions religieuses. Et que donc, face à ça, on est plus ou moins à l'aise avec le sujet. On n'est pas forcément à l'aise avec quelqu'un, effectivement, qui fait sa transition. C'est pas facile. Quelqu'un qu'on a connu, François, et qui maintenant s'appelle Isabelle. Alors que c'est toujours François pour l'état civil, et que, voilà, l'apparence, même si Isabelle s'habille, prend les postures, se considère comme une femme, c'est pas simple, effectivement, pour les collègues qui ont toujours connu François. C'est encore moins simple pour les nouvelles générations, qui s'affirment beaucoup plus non-binaires. D'ailleurs, on l'a constaté dans le baromètre. Entre 2024 et 2026, on fait une demande pour mesurer le niveau de gens mal à l'aise face à un coming out. On était à 4% pour le coming out gay lesbienne en 2024. On est monté à un point de plus en 2026 et 2 points de plus en 2026 pour les gays. En revanche, on a vu une vraie évolution. Il y avait 21% des personnes qui étaient mal à l'aise face à un coming out d'une personne transgenre, et on était à 16% pour les personnes non-binaires en 2024. En 2026, on est passé à 26% de malaise vis-à-vis d'un coming out d'une personne trans, et à 25%, passé de 16 à 25% face au coming out d'une personne non-binaire. Et donc, quand on voit ces nouvelles générations, il y a tout à l'heure, effectivement, dans les engagements, et ce sera dit sans doute dans la table ronde, mais l'attractivité de la marque employeur, voilà, faire venir les talents, les garder, la rétention des talents, c'est un vrai sujet. Les jeunes resteront si on est clair sur la thématique, on est clair sur le sujet en interne. Et donc la non-binarité, eh bien, elle s'est invitée sur le lieu de travail. Il faut que les DRH gèrent ça, et il faut que les managers de proximité gèrent ça, et c'est pas forcément évident. Et donc, s'il y a ce malaise, alors évidemment, on n'a pas du tout les mêmes résultats dans le baromètre côté IFOP, signataire de la charte, mais on voit bien qu'avec ce délitement politique et des propos qu'on entend de nouveau beaucoup plus fortement, qui bien sûr s'invitent à la machine à café, également sur les réseaux sociaux, avec la violence qu'on imagine, eh bien, tout ça mis bout à bout fait que les politiques sont importantes, et je reviens à mon propos de tout à l'heure sur les alliés. Quand il y a un propos déplacé à la machine à café ou à la fin d'une réunion ou dans un moment un peu informel, une blague un peu lourde, un peu sexy sur les bords, c'est aux collègues masculins de réagir, c'est pas aux collègues féminines. Un propos effectivement un peu lourd vis-à-vis d'une personne lesbienne, gay, bi, trans, non-genre ou non-binaire, c'est pas aux personnes concernées de réagir, c'est aux collègues hétéros. Donc les alliés, c'est important. La culture de l'allié, c'est important. Et ça vaut pour tous les critères. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de fondamentalement athée, malgré mon parcours d'études dans des établissements privés catholiques. Et moi, je n'accepterai aucun comportement déplacé de quelqu'un qui s'avère effectivement très, très croyant, même si pour moi, c'est un peu binaire, mais peu importe. Je n'accepterai pas effectivement qu'on tienne des propos vis-à-vis des catholiques très pratiquants, vis-à-vis des juifs très pratiquants, vis-à-vis des musulmans. Les protestants sont un peu moins attaqués, peut-être plus les évangélistes, pour un certain nombre de raisons, mais voilà, le religieux, qui est un sujet compliqué, qui est un sujet qui reste très touchy et qui est malheureusement un peu politisé, ce quotidien-là, les RH de proximité, les managers de proximité doivent gérer ça, et c'est pas simple. C'est pour ça que le travail qu'on fait ici, finalement, c'est ce travail de pari de l'intelligence pour faire en sorte que le collectif de travail accepte que les uns et les unes et les autres soient comme ils sont, que dans ce cadre-là, ça n'influe pas sur le comportement. On a eu sur une idée effectivement de Florian, on a lancé un truc le 17 mai, on est assez contents. Je pense que vous connaissez tous Violentomètre.
Donc on s'est inspiré du violontomètre pour faire une balise LGBT, qu'on appelle la balise LGBTQA+. Et cette balise, en fait, alors évidemment, c'est pas sous ce format-là, hein, là on vous le montre en kakémono, mais ce sera un petit carton. Vous avez 3 couleurs, du vert, du orange et du rouge. Ça vous donne une petite idée de ce qu'on y met derrière. Tu as déclenché quelque chose, non? A priori, non. Bon, c'est pas la maison, c'est pas Jacques Tati, hein, on fait pas le. Ah oui, c'est là. Ok. En fait, c'est un outil qui peut servir à beaucoup de personnes. D'abord aux personnes concernées. Voilà, comment ça se présente, on vous en distribuera effectivement après. Voilà, ça prend ce format-là. Et dans effectivement cette balise, il y a des éléments qui indiquent voilà, sur la relation avec les collègues de travail ou des clients ou autres. Si on parle de telle et telle manière, on respecte votre prénom, votre pronom, on accepte votre orientation affective. Je ne vais pas tous vous les lire, hein, vous les regarderez tranquillement, mais ces 4 premiers points-là, ça veut dire que vous êtes accepté, qu'il n'y a pas de danger, tout va bien. Vous évoluez dans un monde qui est inclusif et qui est safe. Si on commence à entendre des propos, des petits commentaires, voilà, les gens qui sont gênés parce que vous parlez de votre vie privée, vous avez parlé de votre femme en tant que lesbienne, par exemple, des questions intrusives sur votre identité de genre. Ah bon, mais alors, avec ton corps, mais comment tu fais pour quelqu'un qui fait sa transition? Voilà, on vous met à l'écart dans les réunions. Vous avez pu effectivement prendre un verre après le vendredi fin de journée où les équipes se retrouvaient pour fêter la fin de la semaine. Respecte pas l'identité de genre, propage des rumeurs. Voilà, on commence à rentrer dans la vigilance. Parce que l'environnement professionnel devient hostile. Et à un moment donné, ça bascule, et là on rentre dans le rouge, où là effectivement, on va bloquer l'accès à des promotions, donc on rentre dans la discrimination. On peut vous humilier publiquement en vous mégenrant volontairement plusieurs fois. Mégenrer, voulant dire, pour les personnes qui ne le sauraient pas, c'est la personne effectivement aujourd'hui est une femme, donc elle dit que ses pronoms c'était elle. Elle s'appelle Isabelle, on continue d'appeler François et on parle de lui, il, alors que c'est Isabelle et que les collègues disent bien effectivement Isabelle. Et puis ça va effectivement sur des comportements violents, des agressions sexuelles, hein, évidemment. Les violences sexuelles et sexistes s'appliquent aussi à toutes les formes de genre. Et donc là, effectivement, il y a un vrai danger. Et donc ça veut dire que la hiérarchie doit réagir, ou sinon ça bascule sur d'autres joueurs. Alors ça peut être les représentants du personnel qui doivent jouer leur rôle. La chance, effectivement, à la SNCF, vous avez Gare, donc vous avez une association qui est très présente et qui donc peut servir parfois de courroie de transmission pour accompagner les personnes. Mais cet outil-là, il est aussi très bien pour des collègues. Vous savez, parfois, quand les personnes sont harcelées, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont harcelées. Et c'est parfois les collègues qui réagissent, qui se disent il y a un truc qui ne va pas. Et donc ça, c'est un bon indicateur pour se dire je coche dans le vert, dans le orange ou dans le rouge. Et puis, bien évidemment, c'est un outil génial pour toutes les personnes qui sont en charge des ressources humaines, les ambassadeurs, ambassadrices, les référents, les référentes, harcèlement et autres, assistantes sociales, etc., pour justement s'acculturer à ces sujets-là. Voilà, donc maintenant que la balise est faite, et j'ai l'impression que Madame Van Novel est arrivée, bon, vous restez jusqu'au bout, on fera la photo après. Ok, ça marche. Bon, très bien. Je vous propose, donc je vais inviter les 2 personnes qui vont intervenir, vous les connaissez évidemment, en tout cas en interne, Catherine Vorne-Fargo, qui est donc la responsable politique, recrutement, diversité et inclusion du groupe SNCF. Tu vas te mettre au milieu. Et Ali Louni, qui est président de Gare, l'association interne de la SNCF. Vous avez un verre d'eau. Alors, cette table ronde, je disais tout à l'heure effectivement que ce qu'on va se dire, ça va forcément faire écho à beaucoup de personnes. Alors, le groupe SNCF, c'est quand même plus de 150 000 salariés et agents, parce qu'il y en a encore, hein, on évoquait avec Eric tout à l'heure, il y a encore des personnes qui ont le statut d'agent et agente. 150 000, je vous parlais de 10% tout à l'heure, 10% de 150 000, ça commence à faire du monde. Est-ce que vraiment toutes les personnes concernées sont à l'aise ? On ne va pas rentrer dans le détail de tout, mais c'est vrai que quand vous n'êtes pas visible, vous n'avez pas osé l'être, et vous n'activez pas des droits qui sont liés à la conjugalité parce que vous allez vous marier, vous paxer, qui sont liés à la parentalité parce qu'un enfant arrive dans votre foyer. Moi, je dis souvent, peu importe le sourcing, hein, qu'il soit venu par une PMA autorisée, une GPA interdite, une ancienne vie hétéro, une adoption, peu importe, un enfant est dans votre foyer, c'est votre enfant, quoi. Et ça fait partie de votre histoire, et c'est une belle histoire que vous pourriez avoir envie de partager avec vos collègues. Vous avez en plus des centaines de métiers et vous êtes présent quasiment partout. Je dis quasiment partout parce qu'il y a parfois des zones un peu rurales où la SNCF n'est pas ou plus. Mais vous êtes là partout. Donc il y a un enjeu quand même. Et re-signer aujourd'hui la charte, dans ce contexte-là, c'est pas forcément simple. Alors,
je disais en même temps que cette resignature, on a entendu le discours qui a été lu par Eric Van de Kusch, je n'arrive pas à le prononcer, je veux le prononcer pas à la flamande complètement, mais à l'anglaise. On a la chance, effectivement, la première signature, c'était Jean-Pierre Farandou, qui est maintenant ministre du Travail. Et maintenant, vous avez comme président Jean Castex, qui a été Premier ministre. Donc, on a quand même des engagements symboliques de personnalités publiques extrêmement connues et à plus d'un titre. Donc, pour autant, maintenir cet engagement constant, là, la resignature et la première signature sont relativement récentes, mais tout le travail de fond qui est fait et l'existence de Gare et la convention de Gare qui est évoquée tout à l'heure, depuis 2013, je crois, pour avoir un engagement de cette nature, c'est pas facile, c'est pas anodin, surtout dans ce contexte social et économique qui est un peu tendu. Alors comment faire pour ne pas s'essouffler? Donc c'est un peu l'idée, ce sont trois passages un peu courts. Donc je vais d'abord m'adresser à toi, Catherine. On se tutoie parce qu'on se connaît depuis un moment et on s'est connus dans d'autres contextes. Au sein de la SNCF et sur d'autres segments d'activité, d'autres engagements de droits humains et sociétaux. Alors, quand on parle d'inclusion LGBTQIA+, en entreprise, on pense évidemment au personnel du siège, on pense effectivement au cadre, on pense donc c'est un peu CSP+. Mais concrètement, comment vous faites, vous, à la SNCF, je vérifie si ton micro fonctionne bien, pour que ça atteigne les managers de terrain, pour que le personnel d'établissement opérationnel ou les gares, le personnel itinérant, soit effectivement touché par ça d'une manière ou d'une autre? Bonjour à toutes et tous. Du coup, peut-être se redire, même si Eric l'a dit, effectivement, on est engagé depuis plusieurs années aux côtés de Gare dans des politiques d'inclusion. On avait déjà mis en place plusieurs actions et la signature de l'autre cercle, de la charte de l'autre cercle il y a 3 ans, nous a encore plus engagés avec des nouvelles actions. Je dirais pas que c'est forcément plus simple en direction que sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des problématiques d'organisation sur le terrain. Quand on parle je vois, on a Lucille Kessar, la DRH de voyageurs, et donc on a du personnel qui est itinérant. Donc effectivement, ça va être peut-être un petit peu plus difficile en termes de communication. C'est déjà, en tout cas, pour toucher tout le monde, c'est mettre en place des outils. Différents outils, des vidéos, des guides, des formations, du e-learning. Donc on a un site intranet, Eric le citait tout à l'heure, qui est disponible pour les managers. On a des relais, des correspondants diversité et inclusion dans les sociétés. On a des représentants, des référents qui sont là, qui ont cette action-là de démultiplier auprès des établissements. Les managers, les acteurs RH sont évidemment aussi très, très, très présents. Selon les organisations, je pense par exemple au matériel, ils font ce qu'on appelle des points 5. Donc ça peut être l'occasion aussi à ce moment-là, on parle production, mais on peut parler aussi de ces sujets-là. Pour les personnels roulants, il y a des temps de formation aussi obligatoires. Donc il y a plein de temps, même si c'est pas toujours évident, sur le terrain pour pouvoir en parler. Et nous, il faut effectivement d'avoir tout ce réseau-là, des correspondants, des acteurs RH pour diffuser l'information. On a la chance aussi d'avoir l'association Gare qui est très présente partout, avec des collègues, j'en vois aussi, qui étaient par exemple au matériel. C'est vrai, milieu très masculin, et c'est vrai que là aussi, avoir des collègues de Gare qui vont tenir des stands, parler sur le terrain, c'est un peu plus facile quand même quand on connaît les collègues ou la particularité du métier. Donc l'association Gare, et c'est l'objet de la convention, intervient aussi à la demande des établissements pour présenter, discuter et échanger. Et puis il y a aussi le réseau SNCF Mixité. Asia était là, elle a dû partir, mais en fait qui traite aussi un peu de tous les sujets de diversité et qui via des ambassades est très présent aussi sur les terrains et aborde ces sujets. Donc c'est par réseau en fait qu'on arrive à toucher tout le monde. Voilà, et c'est pas forcément plus facile dans les bureaux que sur le terrain, mais c'est vrai que du coup un peu les méthodes et les approches peuvent être différentes, mais voilà, un relais maillé de personnes impliquées et c'est super. Il y a combien de membres le réseau SNCF Mixité? On doit être à peu près à 15 000. Et je ne sais plus dans mes notes, on a aussi... combien on a d'hommes 25% d'hommes. Donc ça, c'est important aussi. C'est-à-dire, à l'origine, ça s'appelait SNCF au féminin, mais ils ont évolué en disant, voilà, c'est SNCF Mixité, parce que c'est pas qu'un réseau de femmes, c'est un réseau de personnes engagées pour la mixité. Et dans toutes ces dimensions, maintenant, cette ERG s'ouvre.
Merci. Alors, pour toi, Ali, du coup, du côté de Gare, explique-nous comment Gare se positionne vis-à-vis des équipes RH. Est-ce que vous considérez comme un partenaire, une des parties prenantes, sachant que les salariés sont une des composantes des parties prenantes, évidemment, d'une organisation? Alors déjà, tu l'as indiqué, mais on est une association, donc on a une position un petit peu spéciale en comparaison d'un ERG. Donc nous, on est vraiment là en appui des RH, à peu près à tous les niveaux. Côté DRH Group, on est là pour conseiller, impulser, leur donner un peu notre sentiment par rapport aux politiques développées par l'entreprise. Et ensuite, localement, on est vraiment en soutien sur les sujets qui sont parfois méconnus par les managers, où on a des outils opérationnels qui ne sont pas forcément adaptés. Si je prends le sujet de la transidentité, par exemple, on a énormément de demandes d'accompagnement des RH locales ou des managers pour leur donner des outils et pour faire vraiment de l'accompagnement individualisé. C'est-à-dire que c'est toujours des cas singuliers, c'est toujours déjà des situations humaines. Et en fait, on fait cet accompagnement local, on va voir les équipes. Parfois, on propose des solutions très opérationnelles par rapport à la situation des vestiaires, des toilettes. On est dans une entreprise où on a un aspect opérationnel très important, où parfois les bâtiments ne sont pas adaptés déjà pour les sujets hommes-femmes. Donc, pour des sujets ensuite de transidentité, il faut trouver parfois des solutions temporaires pour faire accepter aussi le sujet. Donc on fait vraiment de l'accompagnement très individuel au niveau des RH. On essaye aussi de leur diffuser l'information au maximum lorsqu'on fait ces interventions et ces sensibilisations. Et vraiment un relais en appui de la DRH. Merci. Alors, on va revenir un peu sur un sujet plus dans le légal, voire même dans le supralégal. La loi française, en fait, les codes du travail, ça pose un cadre qui est évidemment nécessaire et qui règle d'une certaine façon les comportements de chacune et de chacun et bien sûr les obligations de l'employeur vis-à-vis de leurs salariés. Mais ça ne prévoit pas toujours certaines réalités très concrètes pour certaines personnes LGBTQIA+. Par exemple, sur l'enjeu de parentalité, vous avez le choix, vous, à la SNCF, d'aller au-delà du cadre légal. Et est-ce que tu pourrais, finalement, Catherine, revenir sur ce dispositif et pourquoi et comment vous l'avez surtout mis en place? Alors déjà, redire que c'est grâce à Gare qui nous a challengés, qui est revenu sur le sujet. Dans une grande entreprise, quand on est sur des sujets RH, extra-légaux, ça peut toujours être un petit peu compliqué à réfléchir. Et voilà, Gare nous a bien aidé à porter le sujet. Et donc le sujet, c'était de pouvoir accorder le congé d'accueil et de paternité au conjoint ou la conjointe du père biologique. Ça a été possible aussi parce qu'on a un président, Jean-Pierre Ferrando, à l'époque, qui a acté, qui a compris l'importance de ce congé. C'était aussi suite à la signature, de se dire, oui, SNCF, entreprise publique, qui avait quand même une volonté de se dire, je dois rester dans la loi, un peu, dire, une dimension républicaine. Et là, il a compris l'intérêt, le bénéfice pour les salariés d'aller au-delà. Donc on a travaillé avec les différents services RH, on a évalué ce que ça pouvait avoir comme conséquence, parce que du coup la conséquence, c'est que c'est la SNCF, il y a d'autres entreprises qui le font, mais qui prend en charge à 100% ce temps de congé, ça avait un coût, donc il a fallu aussi aller le présenter aux différentes sociétés pour avoir leur accord, mais évidemment ça a été une évidence. Et donc voilà, ça s'est mis en place fin 2024 et on en est assez fiers parce que voilà, certains pères ont pu en bénéficier et pour se dire vraiment, on l'appelait le congé égalitaire, de se dire voilà, on veut vraiment être inclusif pour toutes les familles et pouvoir leur accorder ce droit en espérant qu'un jour ça devienne légal, mais en attendant on prend ses devants. Merci. C'est vrai qu'on a fait une grande enquête en 2022 avec l'IFOP, projet qui était la visibilité ou l'invisibilité des lesbiennes au travail. Là, je peux vous dire que c'est un sujet. Les lesbiennes sont beaucoup moins visibles que les gays. Et on avait quand même dans cette grande enquête qui était faite selon les principes classiques de sondage représentatifs de la société française, de femmes lesbiennes ou bisexuelles en couple avec une femme qui travaille, on a quand même 38% de ces femmes qui n'avaient pas mis leur conjointe sur la mutuelle comme contact en cas d'urgence. Ce qui devient un sujet. Parce que du coup, c'est une forme de discrimination involontaire, conjoncturelle, mais qui fait que quand on n'a pas suffisamment confiance, et qu'a priori, évidemment, les services RH ont un devoir de confidentialité,
Et bien malgré tout ça, les personnes n'osent pas effectivement l'activer. Alors évidemment, ces mesures sont importantes. Donc Ali, pour être activée, il faut qu'elle soit connue des personnes concernées, évidemment. Bon, même si vous êtes partout, vous n'êtes pas partout non plus. Voilà. Sinon, ça se saurait si vraiment il y avait suffisamment de référents membres de gare dans à peu près toutes les unités sur le territoire. Comment vous communiquez sur ces actions et est-ce que vous avez un rôle à jouer du côté de gare pour les faire connaître ? La diffusion de l'information, c'est vraiment un sujet complexe dans notre entreprise parce que tu l'as dit, on est 150 000. On a des pratiques en plus professionnelles différentes. Tu vas avoir des gens qui sont de nuit, tu vas avoir des gens qui n'ont pas la pratique du mail. Donc la diffusion de l'information, elle est vraiment essentielle. Sur les sujets parentalité, notre chance, c'est notre réseau d'adhérents en fait. C'est qu'on a un réseau d'adhérents qui est assez important, avec des référents, pour le coup, côté gare, très repérés sur les sujets de parentalité. Je parle de Manoa chez nous qui a conseillé de nombreux parents au niveau SNCF et qui est bien repéré pour ça. Et ensuite, en fait, c'est vraiment à travers la communication qu'on va faire, donc via notre site web, via les newsletters, via tous les déplacements qu'on fait dans les établissements, parce qu'on fait à peu près une 50aine d'interventions par an dans toute la France, majoritairement en dehors de l'Île-de-France. Donc c'est assez important. Et on essaye aussi de varier le type d'intervention. On a commencé par exemple à faire des sensibilisations de nuit dans les technicentres pour aller toucher encore plus de personnes et pour informer sur les différents dispositifs de la SNCF. Et après, on a tout un formulaire de contact où on a de nombreuses sollicitations sur les sujets. Et puis ça permet de les guider, ça permet d'informer et de les renvoyer vers les politiques SNCF. Et comme l'a dit Catherine tout à l'heure, il y a aussi tous nos partenaires. Il y a le réseau SNCF Mixité, il y a les Cormix, et il y a tous les gens avec qui on travaille et qui diffusent. Et la dernière chose, c'est qu'on fait aussi de l'information en externe dans d'autres entreprises qui s'intéressent à ces sujets. Et je trouve que c'est aussi très intéressant, c'est qu'en fait, l'avancée que SNCF a fait sur ces sujets, en tant que grande entreprise, elle va aussi servir à des partenaires externes et à des entreprises externes dans les réunions cercle ERG dont tu parlais tout à l'heure avec l'autre cercle. Ça nous permet aussi d'expliquer ce que SNCF fait, de parfois expliquer aussi comment on l'a négocié et pour que les choses avancent dans les autres entreprises. Merci. Alors, on va aborder un autre point qui est la question de l'incarnation. Alors justement, Catherine, sur la communication cette année, le groupe a fait un choix très fort, je crois. Vous avez décidé de mettre des visages sur l'engagement, des salariés qui témoignent sur des affiches et vidéoportraits. D'ailleurs, vous pouvez voir déjà les portraits ici. Et je pense qu'on verra les vidéoprojets tout à l'heure. Donc oui, bravo, vous avez raison. Effectivement, on peut les applaudir. En fait, qu'est-ce que ça change ? Quel est l'intérêt finalement d'incarner l'engagement du groupe à travers ses collaborateurs et collaboratrices ? Jusqu'à présent, les communications que l'on faisait sur le sujet, elles étaient assez esthétiques. Alors là, elles sont très esthétiques, mais c'était le drapeau sur un quai avec des messages forts. Mais voilà, c'était toujours des personnes de dos et c'est les collègues. Alors j'en profite pour saluer Delphine, Grégoire, Muriel, Kader et je ne sais plus qui j'oublie, qui voilà, ont porté ces projets à la fois sur la communication interne et sur la communication externe. De se dire, voilà, faut pas se cacher, on parle de mise en visibilité, et trouvons aussi des collègues, comme on le fait aussi sur la mixité, très naturellement, de trouver des femmes qui vont venir parler de leur parcours et de leur vie dans l'entreprise, et faisons-le aussi pour les personnes LGBTQIA+. Et du coup, voilà, il y a eu cette idée qui est née. On est passé aussi, parce qu'il fallait après trouver des volontaires, parce que c'est une chose d'être visible dans son équipe auprès de son manager, c'est une autre de l'être pour toute l'entreprise, d'être pas 4 par toi, mais presque, sur des affiches, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, merci pour ces mises en relation. Et puis merci aussi aux volontaires qui se sont prêtés au jeu, et on trouve que c'est hyper important de se dire voilà, c'est nos collègues qui incarnent, et quand on parle de visibilité, quand on parle d'inclusion, il faut l'incarner, et rien de tel que un visage, des propos. Et donc ça, c'était pour la campagne plutôt interne. Et on a travaillé, et là encore, voilà, Delphine et Grégoire qui sont sur le recrutement, qui sur cette campagne aussi plutôt en logique marque employeur vis-à-vis de l'externe,
se dire, voilà, on se met en avant comme une entreprise inclusive, et ben, il faut l'incarner, et on le fait aussi beaucoup sur la mixité assez facilement. On ne l'avait pas encore fait sur les sujets LGBTQIA+. Et donc, il y a ces vidéos, et donc là aussi, étape encore d'engagement supplémentaire pour les salariés, parce que c'est une chose d'avoir sa photo, c'en est une autre d'être filmé, et puis de se regarder quand on est filmé, n'est-ce pas, Bénédicte? Et du coup, voilà, et donc je crois qu'on en verra à un moment, en tout cas sur notre site emploi.sncf.com, vous pourrez retrouver toutes ces vidéos de témoignages tous différents, de situations différentes, mais très, très forts, et encore un grand merci pour les personnes qui ont participé à ça, et qui vraiment permettent de concrétiser le sujet, les éventuelles difficultés, ce qui va bien, ce qui va peut-être un petit peu moins bien. Et on incarne le sujet, et c'est pas simplement un document, une jolie photo. Voilà, c'est des hommes et des femmes de SNCF qui racontent leur parcours. C'est prévu possible de passer une vidéo ou pas? Non? Ah, alors attendez. C'est ça. Coucou, ma vie c'est comme ça, et c'est pas négociable. Et je vous aime beaucoup, mais c'est quand même pas négociable. Dans mes métiers précédents, je me sentais pas vraiment libre d'être moi-même. Enfin, j'ai pas forcément senti un espace où je pouvais être moi, complètement. En tant que personne LGBT, j'avais quelques a priori sur comment ça allait se passer. C'est normal, j'étais jeune, j'arrivais plutôt dans un milieu masculin. Et puis un jour, j'ai eu le déclic en me disant « mais non, arrête Benjamin, c'est pas possible, sois toi-même ». Je me suis dit, bah allez, on va dire qui on est d'entrée de jeu, et en fait ça s'est super bien passé, il n'y a jamais personne qui m'a dit quoi que ce soit, tout le monde en avait plus ou moins rien à cirer, donc c'était génial. La société, elle évolue, et l'entreprise a évolué en même temps. Même, je trouve, davantage que la société. C'est-à-dire qu'on est arrivé à avoir un soutien total de l'entreprise. Le plus important, de mon point de vue, c'est le fait que le groupe pratique une tolérance zéro par rapport aux agressions et par rapport au harcèlement des personnes LGBT, parce que c'est la base pour les employés de savoir qu'ils seront protégés. Chaque année, autour du 17 mai, pour la journée internationale de lutte contre l'homophobie et transphobie, SNCF Gare et Connexion fait pavoiser ses gares. SNCF Voyageurs avait accepté de pelliculer une rame aux couleurs rainbow pour la deuxième fois. Ce qui a été vraiment très fort pour moi, c'est de voir l'implication des dirigeants. C'était une présence qui était vraiment engagée. Le fait que le groupe SNCF fasse des communications officielles, ça permet de créer quand même un climat de bienveillance et d'être rassuré en tant que queer au sein du groupe. J'ai envie d'œuvrer à sensibiliser les autres salariés à ce que les collaborateurs et collaboratrices se sentent libres d'être qui elles sont. Dans un des postes que j'ai tenu, effectivement, j'ai dû manager une personne qui réalisait sa transition. Donc j'ai été aidé par l'association Gare qui a réalisé des forums au sein de l'établissement et au sein de l'équipe spécifiquement. Quand j'ai été mère pour la première fois, d'un fils qui biologiquement n'était pas le mien, mon dirigeant de l'époque a dit « Prends ces 4 jours qui devraient te revenir, moi j'assume le fait de te les accorder ». Donc voilà, il y a eu une intelligence humaine sur le sujet. Quand je suis arrivé en 2020 en tant qu'ingénieur et ensuite quand je suis devenu manager, ça a prouvé que ça ne posait aucun frein pour ma carrière d'être LGBT. Parce qu'on a quand même une chose qui est géniale dans l'entreprise, c'est qu'on a la possibilité de passer des examens en interne. Je suis devenu agent de maîtrise, aujourd'hui je suis cadre dans l'entreprise, alors qu'à la base j'ai commencé comme agent opérationnel. Je suis fier d'être dans le groupe SNCF pour la mission de service public qu'on réalise tous les jours. On permet tous les jours de l'année d'aller aux gens au travail, à l'école, en vacances. Je suis très fier de cette maison qui m'a accueilli, qui prône la différence, le respect de l'autre. J'ai pas la charge mentale à porter de mon identité, de mon orientation sexuelle. Je peux être qui je veux en fait. J'arrive au travail l'esprit léger en fait. C'est beau, hein? Ouais. Ça met les poils. Ouais, ça met les poils, ouais. Bon, je fais une demande pour l'année prochaine. J'aimerais bien que sur un Paris-La Rochelle que je prends plusieurs fois par mois, je puisse avoir effectivement une rame pelliculée. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors,
L'incarnation, ça passe aussi par les rôles modèles. Donc les rôles modèles sont des personnes qui inspirent par leur engagement sur cette thématique, alors qu'ils soient effectivement LGBTQA+, ou les alliés, et on a vu effectivement des alliés nombreux chez vous, et qui ouvrent finalement la voie pour montrer qu'il est possible d'être soi-même, même si ce n'est pas forcément naturel. Alors Ali, tu as été nominée, et le jury l'a reconnu, tu as été rôle modèle LGBTQA+, de l'autre cercle, tu es président de Gare. Est-ce que tu as le sentiment qu'avoir des relais clairement identifiables sur ces sujets, ça contribue à la mobilisation des équipes ? Je ne vais pas te dire non entièrement. Et en fait, autant j'ai été rôle modèle autre cercle, mais on a une vingtaine d'administrateurs et de consultants au sein de l'association qui sont eux-mêmes des rôles modèles SNCF ou Gare, qui sont des véritables référents pour SNCF. On a fait le choix d'identifier maintenant des administrateurs référents par grande catégorie professionnelle, par SA et par catégorie de métier, justement pour incarner au mieux les différentes filiales et les différents métiers qu'on a au sein du SNCF, parce que c'est toute la force pour moi de notre association. C'est-à-dire que quand on va à la rencontre des cheminots et des cheminotes, on parle le même langage, ça permet de parler du même métier, et il y a tout de suite cette proximité qui s'installe. Et c'est beaucoup plus simple de s'identifier à des personnes qui ont le même quotidien, ont le même métier et travaillent dans la même entreprise. Et le fait d'incarner ça, ça permet aussi de montrer à tous ces cheminots et à toutes ces cheminotes qu'en fait on peut avoir des parcours au sein du groupe SNCF, qu'on peut être qui on veut. Et c'est assez inspirant, je pense. Ouais, je confirme. Et mon prochaine édition, c'est le 30 septembre. Le jury se réunit dans 15 jours, 10 jours, je ne sais plus. Donc le 30 septembre, nouvel événement qui se passera dans le 15e. Vous avez toutes les infos sur l'autre cercle. Évidemment, ça va circuler auprès de tous nos signataires et non-signataires. Bon, on n'est pas loin de 600-700 pour la conférence. C'est toujours des moments émouvants. Il y a des tables rondes avec toujours des thématiques. Puis après, il y a un dîner privé. Bon, on n'est pas loin de 250-300 pour le dîner privé, mais bon, voilà. Enfin, le dîner privé avec les tables qui sont payées, c'est ce qui permet de financer l'ensemble pour pouvoir inviter gratuitement toutes ces personnes à découvrir tous ces nominés qui sont... et par les temps qui courent, qui restent encore extrêmement courageux. Hein. J'assiste un peu lourdement, je le dis dans mes interventions en COMEX sans que dire, la visibilité aujourd'hui, quand on voit ce que ça provoque comme réflexe, c'est l'inconnu que nous avons. Voilà, enfin, quand on pose la question sur ce qui se passe aux États-Unis, qui aurait dit il y a 3 ans qu'on aurait une autocratie aux États-Unis et qu'il y aurait un retour en arrière sur le droit des femmes, sur le droit des personnes trans à être elles-mêmes? Personne n'aurait imaginé à ce point-là. Bien sûr, il y avait des points d'achoppement, il y avait des États plus traditionnels. Mais on ne sait jamais ce que sera fait demain. Donc tout ce qui est sécurisé, cranté dans les process RH, compris par l'ensemble du corps social, y compris même s'il n'était pas plus ou moins à l'aise avec certains éléments de ce sujet, eh bien ça provoque une sécurisation. Et puis voilà, on va parler de productivité, mais l'innovation, la relation client. Pourquoi voulez-vous faire des efforts supplémentaires? Ça fait le pot ferme à 18h, il y a quelqu'un qui est encore là, je ne mets pas dehors, je vais prendre 5 minutes de plus et je vais l'accueillir. Prendre le temps finalement d'accueillir bien quelqu'un. Imaginer quelque chose, se rendre compte qu'il y a un problème là, au niveau technique, peut-être qu'on pourrait l'améliorer de telle ou telle manière. Pourquoi voulez-vous que la personne qui a ce talent de pouvoir le faire, le fera si autour d'elle, il y a des propos déplacés et que les gens ricanent ou personne ne réagit? Pourquoi faire cet effort-là? Donc c'est quand même un donnant-donnant, par le coup l'engagement des salariés, un truc hyper important pour les RH, ça passe aussi par là. Alors, on va terminer donc la dernière question. Catherine, alors au-delà des collègues, je l'ai un peu dit tout à l'heure sur la construction de la charte, mais une prise de position claire par la direction permet de rappeler évidemment la politique d'un employeur sur l'inclusion et surtout la tolérance zéro, tu l'as dit tout à l'heure et ça a été dit à plusieurs reprises dans les discours de la SNCF envers tous les actes discriminants. Alors Eric Van de Geust, je crois que je l'ai dit, c'est bon, Van de Geust, ouais, je l'ai réussi. Bon, sinon Eric, je dis Eric, voilà. A pris la parole en début de cérémonie et en plus il s'avère être le sponsor de la démarche pour le groupe SNCF. Donc pour toi, ton regard, enfin même pour tous les deux d'ailleurs, hein, j'ai dit, la question est pour Catherine, mais pour toi aussi Ali, en quoi le fait que ce soit porté au plus haut niveau de l'entreprise, ça change quelque chose de ce qui se passe en interne? C'est primordial parce qu'on est quand même dans une entreprise où il y a quand même une logique de hiérarchie et donc la parole du président, de la présidente, pour moi est vraiment essentielle pour donner l'impulsion
Et puis il y a le président, on a vu aussi il y a les 4 présidents de SA. Si on n'a pas ce lancement au départ, même s'il y a des bonnes volontés avec les actions qu'on peut porter, tous les relais que j'ai cités, le fait qu'il y ait cet engagement au plus haut niveau facilite énormément le travail et donc un signal très, très fort. Et d'ailleurs, nous on va le concrétiser, donc c'est pour ça qu'ils se sont éclipsés, nos présidents sont partis être filmés pour justement lundi, on va être just in time, faire un film avec le président aussi. On a une communication toute entreprise qu'on appelle le temps réel, et donc il y aura aussi un extrait de ce film d'engagement avec la prise de parole du président Jean Castex, de nos présidents des sociétés, accessible à tous les salariés. Alors même si tout le monde n'a pas un mail ou n'accède pas ou n'ouvre pas ses mails, voilà, c'est quand même un message fort au-delà de cet événement-là pour le relayer. Et on a bien vu, quand il y a 3 ans, on a signé, c'était déjà voilà, nos dirigeants et dirigeantes qui s'étaient engagés, ça impulse fortement les choses, donc c'est hyper important. Tu l'as senti, Ali, effectivement, d'avoir les présidents Farandou puis Castex qui signent, re-signent et qui soutiennent très très clairement le sujet? Déjà, dans le groupe SNCF, on a un sentiment d'appartenance qui est assez fort. C'est un peu l'ADN SNCF, c'est qu'on aime notre entreprise. Et quand on a le PDG ou les directeurs qui parlent de ces sujets, qui sont fermes sur ces sujets, déjà, il y a un sentiment d'appartenance et de fierté. Bon, c'est la campagne. Pour les personnes LGBT+, qui est encore plus important. Moi, je sais qu'à travers les différentes... que ce soit la première signature de la charte ou l'événement Rainbow, où on a eu des prises de parole de tous les dirigeants, j'ai reçu des messages d'adhérents ou de personnes qu'on connaît qui étaient contents d'avoir cette prise de parole, qui étaient fiers d'être à la SNCF, parce que les dirigeants considèrent que c'est un sujet majeur à enjeu et qui doit être porté. Bien, alors, je sais qu'il y a une série de photos à faire, mais... on fait peut-être la photo avec l'ensemble des salariés peut-être qui ont travaillé sur le projet. Voilà, il y a Mathias, Bénédicte, Benjamin, Fabien, Jules. Voilà, et ceux qui étaient en photo et en film. Mais si, Bénédicte, tu viens. En tout cas, merci à vous deux pour ce regard croisé qui montre que l'interaction finalement entre les RH et un ERG, un réseau interne, c'est l'une des clés de l'inclusion et de la continuité de l'engagement. Donc on va faire cette photo-là entre vous. Moi je me retire parce que je ne fais pas partie de la bande. Peut-être avant qu'on finisse, parce que sinon on a oublié, remercier pour l'organisation toutes les équipes, à la fois SNCF et puis de l'autre cercle. Alors, c'est prévu. Il y a Gauthier. Ah, tu as prévu de le faire? D'accord. Il y a une clôture par Florian Barat, le président. Ok, d'accord. Bon, mais je le fais aussi quand même moi au nom de SNCF, parce que je sais que quand on a autant de personnalités, c'est compliqué. Et donc voilà, encore merci et bravo pour votre contribution côté SNCF et côté l'autre cercle. Voilà. Jamais simple ça. Alors bonjour à tous et à toutes. Je suis très fier d'être ici. Surtout que l'association Gare, c'est une association que je connais depuis très longtemps, que j'ai eu l'occasion de partager dans d'autres aventures au sein du groupe EDF. Et Jean Castex, qui est aujourd'hui le président de la SNCF, on a eu l'occasion à l'autre cercle de le rencontrer à la RATP. C'est quelqu'un d'engagé, qui a toujours été engagé sur cette cause-là et qui tient à cœur. Et je suis très fier d'être ici, dans les locaux de la SNCF. Ces re-signatures, elles marquent une étape importante. Signer une charte est une chose, faire un bilan d'action réalisé, construire un nouveau plan d'action encore plus ambitieux, est entre autres, c'est aussi pouvoir. C'est pourtant le choix que vous avez fait aujourd'hui tous et toutes. Dans le climat actuel, cet engagement est particulièrement important parce qu'il envoie un message clair, celui que vos entreprises restent présents et que les lieux restent un lieu sûr. Peu importe qui on est, on a le droit d'être qui on est, peu importe son genre, on est dans l'entreprise pour ce qu'on est. Et c'est important aujourd'hui quand on voit la situation géopolitique qui avance. Ces re-signatures viennent reconnaître aussi un travail engagé depuis plusieurs années autour de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Elles viennent également affirmer une ambition renouvelée, permettre à chacune et à chacun d'être pleinement soi-même dans son environnement professionnel. Ces re-signatures, elles vous engagent dans un nouveau plan d'action ambitieux et vous rend ambassadeur de l'inclusion auprès de l'ensemble de vos salariés
et des entreprises avec lesquelles que vous travaillez. Rappelons que notre objectif reste le même, que la question LGBTQIA+, devienne un jour un non-sujet dans notre société et dans le monde professionnel. Parce que, quel ne serait pas le plus important, mais parce que chacun et chacune pourrait être pleinement lui-même ou elle-même, sans avoir à se demander s'il sera accepté, respecté ou traité de manière équitable. Malheureusement, le chemin est encore long. Le nombre d'agressions et de discriminations reste préoccupant, comme le souligne le rapport d'SOS Homophobie ou les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et le monde du travail n'est pas épargné. La 5e édition du baromètre de l'autre cercle IFOP, menée auprès de salariés d'organismes signataires de la charte et un panel national, montre une fois une progression, mais aussi des inquiétudes. Nous constatons davantage de visibilité auprès des collègues, mais seulement 56% de visibilité auprès de leur manager direct. Alors, cette visibilité, pourtant, elle est essentielle à l'épanouissement, au bien-être, au sentiment d'appartenance. C'est le confort de pouvoir être soi-même. Il n'y a évidemment pas aucune injonction à la visibilité. Mais nous avons la conviction profonde qu'un monde de travail inclusif doit permettre à celles et à ceux qui le souhaitent d'être elles-mêmes ou lui-même, sans crainte et sans jugement. Pourtant, une personne LGBT sur 3 déclare avoir subi une agression sur leur lieu de travail. Les conséquences sont parfois dramatiques. Les discriminations touchent encore plus durement les personnes transgenres ou non-binaires. Et dans le cadre du projet Voilà, nous avons constaté que 45% des femmes lesbiennes interrogées ont eu des pensées suicidaires après avoir subi un épisode de rejet ou d'hostilité. Mais il y a raison d'espérer, car lorsque les organisations s'engagent, les résultats sont là. Et c'est probablement le message le plus important aujourd'hui. Signer la charte fonctionne. Dans les organisations signataires de la charte de l'autre cercle, 91% des salariés considèrent leur entreprise comme LGBT+ friendly. C'est la preuve que l'engagement porte ses fruits. Ces re-signatures sont également l'occasion de saluer les travaux qui ont été déjà réalisés dans toutes les entreprises. Car une charte n'a de sens que lorsqu'elle vit au quotidien, au travers des sensibilisations, au travers des formations, au travers des actions concrètes menées auprès des salariés, et on en a eu l'exemple avec les vidéos, les affiches. Et à travers cette volonté permanente de permettre à chacune, à chacun, d'être pleinement soi-même dans son environnement professionnel. En 2026, personne ne devrait avoir peur d'être lui-même au point de devoir se cacher. C'est en ce sens que la charte d'engagement LGBTQIA+, pose un cadre clair, un repère exigeant en faveur de l'égalité des chances et du respect de toutes et tous dans le monde du travail. Être lesbienne, gay, bi, trans, non-binaire ne doit jamais être un frein dans l'ascenseur social. Les personnes LGBTQIA+, doivent être reconnues de manière équitable pour leurs compétences, leur engagement et leur contribution à la réussite collective. C'est une richesse humaine qui doit être pleinement reconnue dans toutes les politiques de diversité et d'inclusion. Sensibiliser, former et accompagner les organisations signataires de la charte, c'est en quoi l'autre cercle s'engage depuis de nombreuses années et continue de s'engager auprès de vous tous et toutes. Signer à nouveau la charte, c'est prendre en compte toutes les dimensions humaines des salariés LGBTQIA+, dans leur environnement professionnel. Signer à nouveau la charte, c'est comprendre que la performance des équipes passe avant par la confiance, l'authenticité et la reconnaissance. Signer à nouveau la charte, c'est permettre à chacune et à chacun de donner le meilleur de lui-même, sans crainte, sans honte et sans frein. Signer à nouveau la charte, c'est aussi envoyer un message fort, le message que chacun et chacune a sa place dans l'entreprise, le message que la diversité est une richesse, le message que l'inclusion n'est pas une contrainte, mais une force collective. Ensemble, faisons vivre cet engagement au bénéfice de l'épanouissement des personnes LGBTQIA+, mais aussi du progrès collectif de nos organisations. Et merci à vous tous de votre engagement continuel. Merci.